Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la Voix des Nations. Et si la plus grande armée du monde ne reculait pas par crainte d'un adversaire plus fort, mais par calcul silencieux face à un adversaire plus patient? Samedi 1er août, en pleine nuit, Donald Trump publie un message qui, sur le papier, ne laisse place à aucune ambiguïté. Les États-Unis, écrit-il, sont armés et prêts à frapper la République islamique avec une puissance que le monde n'a plus vue depuis la Seconde Guerre mondiale. La phrase est faite pour marquer les esprits, et elle y parvient. Puis, dans le même souffle, vient la nuance qui change tout. L'attaque est suspendue parce que l'Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient auraient demandé de la retenue, le temps de finaliser les contours d'un accord. La véritable question n'est pas de savoir si Téhéran manipule Washington. Elle est de savoir pourquoi, après 5 mois de guerre, un pays exsangue parvient encore à imposer son tempo à la première puissance militaire de la planète, et pourquoi ce schéma se répète avec une régularité presque mécanique. Il existe une expression dans le vocabulaire militaire américain pour désigner un ordre donné puis retiré avant son exécution, un rappel de décision. C'est la dernière minute. Depuis 5 mois, Donald Trump en a fait un instrument de gouvernement presque quotidien face à l'Iran. Et la question qui hante désormais Washington n'est plus de savoir s'il recule, mais depuis quand ce recul n'est plus un choix, un ultimatum, une trêve, un doute. Les conditions posées par Trump ne relèvent pas du symbole. Il exige la réouverture immédiate et totale du détroit d'Ormuz, ainsi que la fin, cette fois définitive, selon lui, de ce qu'il qualifie de menace nucléaire iranienne. Il précise aussi que l'annulation de la frappe ne vaudra que si un accord se conclut rapidement, ce qui revient à dire que la trêve n'a, en elle-même, aucune valeur. Elle n'est qu'un sursis, accordé à une négociation qui doit encore prouver qu'elle existe. Israël, toujours selon les mots du président américain, aurait rejoint cette pause. Or, quelques heures plus tôt à peine, des sources israéliennes évoquaient une alerte au niveau maximal, dans l'attente d'un feu vert pour reprendre les frappes, peut-être à une échelle plus large encore que les précédentes. Le doigt, en somme, se trouvait réellement sur la gâchette. Un tel contraste ne mériterait guère d'attention s'il ne s'était produit qu'une fois. Depuis le début du conflit, pourtant, le même schéma revient sans relâche, au point de devenir un rituel de la diplomatie de crise. Un ultimatum massif, un délai fixé, puis, dans les heures qui précèdent son expiration, une annonce de report justifiée par un échange que Washington qualifie invariablement de très productif. À chaque fois, la Maison-Blanche évoque des négociations en cours. À chaque fois, Téhéran dément publiquement l'existence d'un dialogue direct, précisant que les messages, lorsqu'ils existent, transitent par des intermédiaires régionaux plutôt que par un canal officiel entre les deux capitales. De cette répétition naît l'hypothèse la plus inconfortable pour Washington, celle d'un régime iranien qui aurait compris que la promesse d'un accord, même vague, même jamais tenu, fonctionne comme un levier à part entière. Pour une partie des analystes qui suivent le dossier, chaque pause accordée par Trump équivaut à un cadeau fait à Téhéran. Du temps pour réorganiser ce qu'il reste de ses forces, disperser ses ressources, reconstituer des stocks entamés, repositionner ses défenses, et desserrer, ne serait-ce que provisoirement, une pression économique interne devenue difficilement soutenable. Aucune répétition de ce type n'est gratuite. En diplomatie comme en stratégie militaire, la crédibilité d'une menace ne dépend pas seulement de la force qu'elle promet, mais de la constance avec laquelle elle est mise à exécution lorsque les conditions posées ne sont pas remplies. Un ultimatum qui recule à chaque échéance perd, mécaniquement, une part de son pouvoir de dissuasion. Les alliés de Washington dans le Golfe observent ce cycle avec attention, tout comme les capitales qui n'ont aucun intérêt à le voir se refermer, telles que Moscou ou Pékin. Jusqu'à Riyad, l'argument gagne du terrain. Une partie de l'establishment saoudien avance désormais l'idée que si Washington menace, sans jamais mettre sa menace à exécution, Téhéran en ressort renforcé, plus assuré de sa capacité à encaisser la pression américaine sans céder sur l'essentiel. Il n'est pas anodin que le prince héritier Mohammed Ben Salman se soit entretenu directement avec Donald Trump ce même week-end pour exprimer sa préoccupation face à l'ampleur de la frappe envisagée. Abu Dhabi et Doha, moins exposés médiatiquement, partagent en coulisses la même inquiétude. Un conflit qui s'éternise sous forme de cycle d'alerte et de désescalade maintient les primes de risque à un niveau élevé, sans jamais offrir la certitude d'une résolution durable. Les marchés pétroliers eux-mêmes réagissent à chaque cycle d'ultimatum comme à un signal quasi autonome. Les primes grimpent dès qu'une frappe majeure paraît imminente, puis se détendent aussitôt qu'un report est annoncé, sans qu'aucune des deux positions ne corresponde à une résolution réelle du différend. L'incertitude elle-même est devenue un coût, payé quotidiennement par des économies qui n'ont pourtant pris part à aucune des décisions prises à Washington ou à Téhéran. Manipulation ou calcul froid. Mais réduire cette séquence à une manipulation réussie de Téhéran serait sans doute aller trop vite. Il existe une seconde lecture, tout aussi défendable et beaucoup plus dérangeante pour qui voudrait une explication simple.
Peut-être que Donald Trump n'est pas dupe. Peut-être procède-t-il, à chaque cycle, à un arbitrage froid entre le coût politique de l'inaction et le coût, autrement plus lourd, d'une guerre totale relancée. Ce second coût n'a rien d'abstrait. Il se compte en pétroliers qui n'entrent plus dans le Golfe, en missiles d'interception qui ne se remplacent pas du jour au lendemain, en soldats américains qui ne rentrent pas chez eux, et en une opinion publique qui commence à se demander pourquoi un président élu sur la promesse de ne plus engager l'Amérique dans de nouvelles guerres se retrouve, 5 mois après, otage d'un cycle qu'il ne semble plus entièrement contrôler. Le coût politique s'évalue à une autre échelle encore. Une guerre ouverte, longue, sans ligne d'arrivée visible, épuise n'importe quel gouvernement, et davantage encore celui d'un président qui a bâti une partie de son image sur la promesse de conclure des accords plutôt que d'engager de nouveaux conflits. Chaque message contradictoire, une menace un jour, un repli le lendemain, nourrit la critique inverse, celle d'une administration qui improviserait sa politique étrangère au gré des événements. Du côté iranien non plus, le tableau n'est pas celui d'une puissance sereine. 5 mois de frappe ont dégradé une partie réelle de ses capacités, et Téhéran le sait mieux que quiconque. Mais un pouvoir affaibli n'est pas nécessairement un pouvoir désarmé. Des forces américaines déployées dans la région ont payé, ces dernières semaines encore, le prix de frappes iraniennes meurtrières. Rappel brutal que la capacité de nuire, même réduite, demeure bien réelle. Une telle combinaison, un régime diminué mais toujours capable de frapper, rend chaque décision américaine périlleuse. Ignorer la menace serait imprudent. La traiter comme entièrement neutralisée le serait tout autant. Manipulation d'un côté, calcul rationnel de l'autre, ces deux hypothèses ne s'excluent pas nécessairement l'une l'autre, et voilà précisément ce qui rend la situation aussi difficile à trancher. Les 5 mécanismes qui font tourner le cycle. Comprendre pourquoi le cycle se répète exige de quitter le terrain des personnalités pour entrer dans celui des mécanismes. Ni la psychologie de Donald Trump, ni une ruse suprême prêtée à Téhéran ne suffisent, seuls, à expliquer pourquoi la même séquence revient depuis 5 mois. Un mécanisme, lui, ne dépend d'aucun tempérament individuel. Il continue de fonctionner tant que les incitations qui le nourrissent restent en place. Premier mécanisme, l'arithmétique de la défense antimissile. Un drone ou un missile de fabrication iranienne coûte une fraction infime du prix d'un intercepteur patriote ou d'une batterie censée l'abattre. Chaque salve iranienne, même repoussée avec succès, oblige Washington à puiser dans un stock d'intercepteurs qui ne se reconstitue pas au même rythme qu'il se vide. 5 mois d'une telle cadence suffisent à transformer une supériorité technologique écrasante en contrainte logistique bien réelle. Remplacer un tel stock ne se décrète pas du jour au lendemain. Les chaînes de production suivent des cycles industriels qui se comptent en mois, parfois en années, un délai qui ne colle à aucun rythme de guerre. Du côté iranien, la persistance de cette stratégie tient aussi à une lecture du temps radicalement différente de celle de Washington. Le régime a traversé, au fil de son histoire, des périodes de pression économique bien plus sévères que celles infligées par 5 mois de guerre, et une partie de son appareil dirigeant semble convaincu qu'il peut absorber une usure prolongée, mieux qu'une démocratie occidentale soumise au cycle électoral. Deuxième mécanisme, l'architecture du déni. Ni Washington ni Téhéran n'ont intérêt à reconnaître publiquement l'existence d'un dialogue direct. Pour l'administration américaine, négocier ouvertement avec un régime qu'elle qualifie d'État soutenant le terrorisme reviendrait à s'exposer à une contestation intérieure immédiate. Pour Téhéran, admettre une discussion directe équivaudrait à démentir des décennies de discours fondés sur le refus de toute soumission à la pression américaine. D'où le recours systématique à des médiateurs, le Pakistan en particulier, aux côtés de l'Égypte et de certains États du Golfe. Cette architecture indirecte permet aux deux capitales de parler sans jamais l'admettre et de reculer sans jamais perdre la face devant leur propre opinion publique. Troisième mécanisme, l'usure de la dissuasion elle-même. Une menace crédible n'a de valeur que si son émetteur est prêt à l'exécuter. Chaque fois qu'un ultimatum expire sans conséquence, l'adversaire réévalue à la baisse la probabilité qu'il soit un jour mis à exécution. Il ne s'agit pas d'une faiblesse personnelle du président américain, mais d'une dynamique structurelle, un peu comme une monnaie qui se déprécie à force d'être imprimée sans contrepartie. Ce mécanisme d'usure ne s'arrête pas aux frontières du Golfe. Chaque report observé est décortiqué, à des milliers de kilomètres de là, par des états-majors qui n'ont, sur le papier, rien à voir avec le dossier iranien. Un précédent de désescalade prolongée, même circonscrit à un théâtre régional, devient un élément de calcul pour quiconque évalue, ailleurs sur la carte, la solidité réelle des engagements américains, qu'il s'agisse d'un détroit disputé en Asie ou d'une frontière contestée en Europe de l'Est. Quatrième mécanisme, la manière dont l'information circule. Chaque annonce présidentielle publiée sur un réseau social, avant même d'être confirmée par les canaux diplomatiques habituels, agit comme une arme à double tranchant.
Elle permet à Washington de projeter une image de force immédiate, mais elle expose aussi chaque revirement ultérieur aux yeux du monde entier, sans possibilité de retrait discret. Une diplomatie traditionnelle, menée en coulisses, aurait pu accorder les mêmes reports sans jamais les exposer publiquement comme un recul. Pris ensemble, ces mécanismes dessinent une situation où la répétition du schéma n'est pas un accident, ni même nécessairement le signe d'une manipulation réussie d'un camp sur l'autre. Elle est la conséquence logique d'un ensemble de contraintes que chaque acteur affronte séparément, sans qu'aucun ne dispose d'un levier suffisant pour imposer une sortie de crise unilatérale. Ce que chaque capital calcule. À Washington, la décision de suspendre la frappe ne sort pas d'un seul bureau. Une partie de l'appareil militaire, échaudée par 5 mois de pertes et par la pression sur les stocks de munitions, plaide pour la prudence. Une autre frange, plus proche des faucons traditionnels, considère que chaque report coûte plus cher en crédibilité que l'engagement militaire lui-même. Entre ces deux pôles, Donald Trump conserve pour l'instant la haute main sur le calendrier, mais chaque nouveau report affaiblit un peu plus sa capacité à trancher sereinement. Le contraste entre la rhétorique de la force absolue et les recommandations de prudence adressées aux ressortissants américains dans la région illustre, mieux qu'aucun commentaire, l'écart entre l'image projetée et la réalité opérationnelle du dossier. Téhéran, de son côté, joue une partition construite sur la durée plutôt que sur l'instant. Le régime a traversé des paliers de pression économique sévère sans jamais s'effondrer, et cette expérience nourrit une conviction largement partagée. La capacité d'endurance de la République islamique dépasserait celle d'une démocratie occidentale rythmée par les cycles électoraux. Téhéran garde aussi une carte maîtresse en main, celle du déni public, préserver un discours de résistance tout en poursuivant, par la voie d'intermédiaires, les canaux nécessaires pour éviter une escalade totale qu'il ne pourrait sans doute pas soutenir militairement sur la durée. Israël occupe une position à part. Officiellement aligné sur la pose américaine, mais affichant, quelques heures plus tôt, une posture radicalement différente avec des services de sécurité en alerte maximale. Directement exposé aux capacités de frappe iraniennes, Israël a un intérêt immédiat à voir la menace neutralisée rapidement quand Washington raisonne sur un horizon plus large, mêlant considérations militaires, économiques et électorales. Riyad, elle, n'est ni belligérante ni simple spectatrice. Le royaume préfère un Iran contenu à un Iran acculé, car un régime privé de toute porte de sortie devient statistiquement plus imprévisible et donc plus dangereux pour la stabilité que Riyad cherche à préserver coûte que coûte. Abu Dhabi et Doha partagent à des degrés divers la même lecture prudente. Le Pakistan, comme canal discret de médiation, s'attribue une fonction diplomatique qui dépasse largement son poids régional, sans jamais avoir à assumer le risque d'un engagement direct dans le conflit. Au-delà du théâtre régional immédiat, ni Moscou ni Pékin n'ont de raison de souhaiter une victoire américaine éclatante sur ce dossier. Pour la Russie, chaque signe de lassitude stratégique américaine ailleurs dans le monde conforte l'argument selon lequel les engagements occidentaux ont, eux aussi, leurs limites. Pour la Chine, dont les intérêts énergétiques dans le Golfe demeurent considérables, un Moyen-Orient instable mais non totalement embrasé offre un terrain favorable pour renforcer discrètement ses propres relations avec Téhéran et les capitales du Golfe. Chacun de ces acteurs, en définitive, joue midi à sa porte, et leur juxtaposition explique pourquoi le conflit s'étire sans jamais se résoudre. 3 trajectoires possibles. 3 scénarios se dessinent à partir de la situation actuelle et aucun ne relève de la pure spéculation. La première, la plus optimiste, mais pas nécessairement la plus probable, pourrait se nommer la stabilisation précaire. Les pourparlers finissent par déboucher sur un cadre suffisamment solide pour que Trump cesse d'émettre de nouveaux ultimatums spectaculaires et un mécanisme de vérification, confié à des tiers régionaux, encadre les engagements pris sur le programme nucléaire iranien. Cette issue mettrait un terme à l'hémorragie de ressources des deux côtés, mais resterait fragile par construction, bâtie sur la méfiance réciproque plutôt que sur une confiance établie. La deuxième, sans doute la plus probable à court terme au vu du comportement observé jusqu'ici, prolongerait purement et simplement le schéma actuel. C'est l'escalade différée. Aucun accord définitif ne se matérialise, mais aucune des deux parties ne pousse la confrontation jusqu'à la rupture ouverte. Ce scénario a pour lui la cohérence avec les 5 mois écoulés, mais il comporte un risque cumulatif souvent sous-estimé. Chaque cycle supplémentaire use un peu plus les stocks militaires américains, un peu plus la patience du Congrès, un peu plus la crédibilité internationale de la dissuasion affichée. Un facteur extérieur complique encore ce scénario. Les attaques ukrainiennes contre des navires iraniens et russes en mer Caspienne introduisent une variable supplémentaire, susceptible de pousser Téhéran à durcir sa position par crainte de paraître affaibli sur plusieurs fronts à la fois. La troisième trajectoire,
La moins probable à ce stade, mais la plus lourde de conséquences, serait celle d'une rupture décisive. Elle surviendrait si Téhéran, misant trop longtemps sur la patience de Washington, franchissait une ligne que l'administration américaine jugerait impossible à ignorer sans perdre toute crédibilité résiduelle. Donald Trump n'aurait alors plus la possibilité politique de reporter une nouvelle fois l'engagement militaire annoncé. Une frappe de grande ampleur suivrait, avec des conséquences immédiates sur les cours du pétrole, sur la sécurité des troupes américaines déployées dans la région et sur la stabilité déjà fragile de plusieurs économies du Golfe. Une fermeture, même temporaire, du détroit d'Ormuz ferait grimper les prix de l'énergie à des niveaux inédits depuis des décennies, avec un effet inflationniste immédiat, touchant des électorats bien au-delà des frontières américaines. À l'intérieur même du régime iranien, ces trois scénarios ne sont pas perçus de manière uniforme. Les factions pragmatiques privilégieraient la stabilisation précaire, quitte à accepter des concessions significatives. Les factions les plus intransigeantes pourraient au contraire voir dans une confrontation assumée l'occasion de resserrer les rangs autour d'un récit de résistance nationale, un récit qui a par le passé déjà servi à consolider le pouvoir interne du régime face à des difficultés économiques autrement plus périlleuses. Une chose, en revanche, semble acquise à ce stade. Le statu quo lui-même a un coût, même lorsqu'il ressemble à une simple pause. Ce coût ne se lit pas immédiatement dans des indicateurs officiels, mais il s'accumule, discrètement, dans l'épuisement progressif des marges de manœuvre dont chaque partie dispose encore aujourd'hui. Ce que révèle vraiment ce cycle. Revenons, pour finir, à la question posée en ouverture. Pourquoi la plus grande armée du monde semble-t-elle reculer, non par crainte d'un adversaire plus fort, mais par calcul face à un adversaire plus patient? La réponse qui se dégage n'est ni aussi simple, ni aussi rassurante qu'un camp ou l'autre voudrait le faire croire. Ni Téhéran ni Washington ne détiennent, seuls, les clés de cette séquence. Le régime iranien a compris qu'une promesse de négociation, même fragile, même jamais tout à fait concrétisée, produit un effet dissuasif presque équivalent à celui d'une véritable capacité militaire. Mais Donald Trump n'agit pas non plus en pantin manipulé sans discernement. Chaque report qu'il annonce répond à une arithmétique réelle de coûts militaires, économiques et politiques, dont l'opinion publique ne perçoit généralement que la surface. La vérité, inconfortable pour qui cherche un récit univoque, tient dans la coexistence de ces deux logiques. Téhéran gagne du temps en toute connaissance de cause, et Washington concède ce temps en toute connaissance de cause également, chacun estimant, à tort ou à raison, que l'attentisme lui coûte moins cher que la confrontation ouverte. Cette dynamique dépasse, en réalité, le seul cadre du dossier iranien. Elle illustre une transformation plus large de la manière dont la puissance s'exerce au XXIe siècle. La suprématie militaire, aussi écrasante soit-elle sur le papier, ne suffit plus à elle seule à garantir une issue rapide et nette à un conflit, dès lors que l'adversaire dispose d'un accès, même indirect, à des leviers économiques mondialisés comme le détroit d'Ormuz. Une superpuissance capable de rayer une armée de la carte en quelques heures peut, dans le même temps, se retrouver prisonnière d'un calcul où chaque option militaire entraîne des répercussions qui dépassent largement le théâtre des opérations. Ce constat ne se limite pas au Moyen-Orient. Il éclaire, par extension, la manière dont d'autres puissances observent des dossiers structurellement proches, qu'il s'agisse des tensions autour de Taïwan ou de la guerre qui continue de ravager l'Ukraine. Dans chacun de ces théâtres, la question centrale reste la même. Jusqu'où une puissance dominante peut-elle laisser une menace non suivie des faits avant que sa crédibilité globale, et pas seulement régionale, ne s'en trouve durablement affectée? Un ultimatum qui recule une fois de trop finit toujours par être testé ailleurs, par d'autres acteurs, dans d'autres circonstances. Dans ce contexte, la question de savoir qui manipule, qui perd un peu de sa pertinence. Elle devrait céder la place à une interrogation plus large. Combien de temps un système reposant sur des ultimatums non tenus peut-il fonctionner avant qu'un accident, une frappe mal calculée, une provocation mal interprétée ne le fasse basculer dans une direction que plus personne ne maîtrise? L'histoire des crises internationales enseigne que les engrenages les plus dangereux ne sont pas toujours ceux que l'on voit venir des mois à l'avance, mais ceux qui naissent d'un cycle d'escalade et de désescalade répétés, au point de faire baisser la garde de tous les acteurs impliqués, y compris les plus prudents. Une véritable résolution de ce conflit exigerait bien davantage qu'une simple pause supplémentaire. Un mécanisme de vérification capable de survivre au changement de rhétorique, une désescalade militaire, qui ne dépend pas uniquement de la volonté déclarée d'un seul homme, et une reconnaissance, même tacite, du fait que ni Washington ni Téhéran ne peut, à ce stade, dicter unilatéralement les termes d'une sortie de crise. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, chaque nouvelle pause, aussi rassurante soit-elle en apparence, ne fera que reporter la question fondamentale plutôt que d'y répondre durablement.
Ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz et dans les allers-retours entre Washington et Téhéran dépasse très largement les frontières de la région. C'est une répétition générale, à ciel ouvert, de la manière dont les grandes puissances du XXIe siècle géreront leurs futures confrontations avec des adversaires plus faibles militairement, mais capables d'exploiter les interdépendances économiques mondiales. Quiconque veut comprendre l'ordre international à venir ferait bien d'observer attentivement comment cette séquence précise se conclura, car elle servira de référence pour les prochaines crises que ce siècle ne manquera pas de produire. Derrière ces calculs de puissance et ces arbitrages froids se trouvent aussi des réalités humaines que les communiqués officiels mentionnent rarement. Des soldats américains déployés loin de chez eux, dont plusieurs ne rentreront pas. Des familles iraniennes qui subissent, sans y avoir consenti, les effets cumulés de sanctions et de frappes répétées sur le coût de la vie quotidienne. Des travailleurs du Golfe dont l'emploi dépend directement d'un trafic maritime que personne, à Washington ou à Téhéran, ne semble pressé de stabiliser durablement. Ces réalités ne figurent dans aucun communiqué présidentiel, mais elles constituent, en dernière analyse, le véritable prix payé pour chaque report d'ultimatum et pour chaque semaine supplémentaire d'incertitude prolongée. Comprendre ces dynamiques en temps réel avec la rigueur qu'elles exigent demande un travail de recherche et de vérification que peu de canaux prennent le temps de mener sérieusement. C'est précisément la mission que nous nous efforçons de remplir ici, sur la Voix des Nations, semaine après semaine. Croiser les sources disponibles, distinguer le fait vérifié de la simple allégation et refuser les raccourcis qui transforment une crise complexe en un simple récit de bons et de méchants. Si cette analyse vous a permis d'y voir plus clair, le geste le plus utile que vous puissiez faire est de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour sur un dossier qui continuera d'évoluer dans les semaines à venir. D'ici là, gardez à l'esprit la leçon la plus large de ce dossier. Dans un monde où la puissance militaire ne suffit plus, seule, à imposer une issue rapide, la patience elle-même est devenue une arme stratégique à part entière. Et ceux qui l'ignorent risquent d'être les premiers surpris par la suite des événements.